la parole. Merci. Alors moi, je vais vous parler d'un livre de Josef Pieper, qui est un théologien, enfin philosophe et théologien allemand. Donc c'est un livre qui s'appelle Le concept de tradition. Voilà, c'est un auteur qui me parle pas mal et le sujet m'a semblé pouvoir être assez intéressant par rapport à nos travaux. Voilà, donc alors pour le présenter rapidement, c'est un auteur qui est né en 1904 à Münster et il est mort en 1997, donc il couvre tout le XXe siècle. Les nazis l'ont interdit de publication et d'enseignement, donc de 1933 à 1945, il disparaît de toute publication. Et il a fait ensuite une carrière à l'université de Münster, où il a écrit un certain nombre d'ouvrages. Alors, ces petits ouvrages qui sont très commodes, parce qu'en fait, c'est quand même un langage assez compréhensible pour des gens, pour des non-spécialistes de philosophie. Je regarde Jean-Pierre, je lui ai conseillé un bouquin, un de ses ouvrages. Il a beaucoup écrit sur la vertu, sur les vertus, d'une part, sur la fête aussi. C'est très intéressant ce qu'il écrit sur la fête, hein, sur le concept de fête, voilà, et sur la création. Donc notamment sur la tradition. Il a en ce sens pas mal inspiré, enfin il est considéré comme un des philosophes chrétiens en pointe du XXe siècle. Il a beaucoup inspiré d'ailleurs un certain Joseph Ratzinger, devenu pape Benoît XVI, sur la question des vertus, justement sur la réintroduction des vertus dans la théologie chrétienne. Une de ses particularités, c'est qu'il fait tout un lien entre l'épanouissement humain d'un côté et la vertu morale, la contemplation, la foi, la raison dans la vie humaine au quotidien. Ce qui m'a rappelé certaines des interventions de Gérard. Voilà, donc, voilà, c'est un sujet. Je me dis, tiens, là, voilà, c'est effectivement d'un livre à l'autre, je me dis, tiens, il y a des choses quand même voilà, que l'on peut retrouver. Donc, si je viens sur la tradition, même, alors c'est un petit ouvrage, environ 90 pages, hein, qui commence par l'évocation de la préface pour le traité du vide qu'a écrit Pascal. Alors ce bouquin, le traité du vide, s'est limité à la préface, parce que dans le fond, Pascal y a posé pas mal de choses. Alors que dit Pascal? Il dit qu'à l'origine de la tradition, il y a souvent la peur du vide. On se contente d'empiler parce qu'on ne sait pas. Comme on ne sait pas, on fait comme les autres, comme les anciens. Voilà. Et donc on se contente de reproduire. Le problème, c'est que, évidemment, si on fait ça, ça peut mener, soit on dit on est moderne, donc on est ce qu'ont fait les anciens, soit on se contente de reproduire, mais dans tous les cas, on ne sait pas pourquoi. Et la difficulté au passage, c'est que si on parle de modernité et de tradition, eh bien là, on a une certaine difficulté si on a cette approche de la tradition, puisque dans le fond, les anciens qui ont créé la tradition étaient les modernes au moment où ils l'ont fait, et nous, en reproduisant ce qu'ils ont fait auparavant, on est les anciens. En fait, hein. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce que souligne Pascal, donc dans le fond, c'est que la question de la tradition, elle s'explique par la question de la vérité. Ce qui fonde la tradition, c'est la vérité. Et c'est le point de départ de Josef Pieper, qui essaie de définir, alors d'une part, ce que peut être la tradition, et d'autre part, ce que peuvent être ses vecteurs de tradition. Donc dans la définition de la tradition, qu'est-ce qui caractérise la tradition? Premier aspect, c'est l'énoncé d'une doctrine. On n'est pas sur un échange, sur un dialogue, on est sur un discours, on a un qui sait et l'autre qui écoute. Ça, c'est le premier point. Donc c'est une doctrine qui est transmise. La deuxième caractéristique, vous voyez que ça peut nous parler quand même, comme approche. Deuxième caractéristique, eh bien, celui qui parle est dépositaire de ce qu'il énonce. La tradition, ça n'est pas quelque chose qui se construit progressivement, c'est pas comme un enseignant qui dit j'ai compris ceci ou je veux le savoir évoluer, je vous donne l'état des connaissances au moment où j'en parle. Non, la tradition, c'est quelque chose qui vient du fond des âges vers des âges futurs. Et celui qui l'a reçu la transmet effectivement à un autre. Donc voilà, on est dans une notion de dépositaire. La troisième caractéristique, là aussi qui va nous parler, c'est ce que ressent le récipiendaire. Recevoir la tradition, ça n'est pas forcément la comprendre, mais c'est avoir conscience que c'est important. On reçoit quelque chose, ça n'est pas du tout quelque chose de négligeable. Pensons tous à notre initiation. Voilà, on n'a pas forcément tout compris ce soir-là, mais ce qui est certain, c'est qu'on avait l'impression quand même que c'est quelque chose d'assez important. Voilà, donc même si tout n'est pas forcément compris, mais on peut à ce moment-là percevoir qu'il y a quelque chose qui est assez qui est assez important à ce moment-là. Voilà. Et d'ailleurs, là aussi, je ferai un lien avec l'ouvrage de Bernard Guillemin
qui soulignait que dans la réception maçonnique, il disait, mais, si on y réfléchit, je vous crée, constitue, reçois franc-maçon, c'est autre chose qu'une simple adhésion à une association quelconque. On n'a pas pris la carte. Je veux dire, on reçoit, je veux dire, avec une épée et un coup de maillet. Voilà, c'est une transmutation alchimique, une substitution d'un profane par un initié. Et la réception dans la tradition, c'est ça. On ne sait pas forcément d'où ce qu'on a compris, mais on se rend compte qu'il y a quelque chose d'assez important, quelque chose derrière. Autre caractéristique de la tradition, donc pour Piper, et là aussi c'est quelque chose qui va nous parler, eh bien c'est le lien entre tradition et autorité. Quand il y a transmission d'une autorité, il y a, ou quand il y a tradition, il y a nécessairement autorité. Et donc il y a d'ailleurs une phrase de Goethe que cite Piper, quand nous parlons de tradition, nous sommes immédiatement invités à parler en même temps de l'autorité, car y regarder de plus près, toute autorité est une sorte de tradition. Ça c'est ce que disait notre frère Goethe. Voilà, donc effectivement, donc on a ce lien entre l'autorité et la tradition. Alors, avec une précision, c'est que autorité qui vient de quoi? Les anciens. Mais les anciens, attention, c'est surtout pas les vieillards. Parce qu'effectivement, on peut voir les anciens, des vieillards barbus qui, etc., etc. Non, c'est pas forcément ça. Ce qui fait les anciens, c'est autre chose. Et là, Piper souligne aussi qu'il y a quelques formules qui nous arrivent de la philosophie antique. Socrate disant la tradition, un don des dieux, les anciens, meilleurs que nous, et au demeurant plus proches des dieux. Ou Aristote d'ailleurs disant ceux du commencement, les anciens des anciens, nous ont transmis que le divin entoure toute la nature. Voilà. Et donc quelque part, ce qui fait les anciens, ce ne sont pas tellement le fait qu'ils étaient âgés ou autres, ce sont en revanche ceux qui étaient sans doute en contact avec le divin et qui ont transmis quelque chose dans ce cadre-là. Ce qui va entraîner d'ailleurs un caractère obligatoire de la tradition. Si ça vient du divin, c'est quelque chose d'absolument important et qui va s'imposer et qui doit être respecté. Mais attention, et Piper souligne bien, attention, il y a deux choses. Il y a la tradition culturelle, ça c'est commode, il y a un somme d'usage, il y a des choses que l'on fait, on peut enlever sa veste mais pas son pantalon en public, etc. Voilà. Ok, très bien. Il y a des choses qui se font comme ça, il y a des traditions. Mais ça c'est tradition culturelle. Maintenant, si on est dans la tradition, dans la vérité, là, ça devient quelque chose d'absolument impératif. Et donc, il s'agit pour nous aussi de distinguer ce qui peut être absolument fondamental, absolument essentiel, qui est non négociable, et puis ce qui, dans le fond, n'est que périphérique. Et là, il y a une formule que je trouve très, très bien, très éclairante, ça nous rappelle aussi certaines de maximes maçonniques. Tant que la volonté de conservation est dirigée de toute son énergie vers ce qui est à sauvegarder absolument, on peut supporter et digérer un maximum de changements extérieurs sans qu'il y ait véritablement rupture dans la tradition. Donc en gros, tant qu'on conserve le noyau, le périphérique, ça peut bouger. Je veux dire, on peut avoir une chemise blanche, peut-être que dans le fond, on ira très bien qu'une chemise bleue dans quelques années, ça ne sera pas forcément l'essentiel. En revanche, peut-être que le discours ou l'approche du divin que l'on a en tenue, ça devient important. Voilà. Et il ajoute, c'est pour cette raison qu'une conscience authentique de la tradition nous rend libres et indépendants vis-à-vis de ceux qui s'en prétendent les gardiens. Voilà. Je trouve que ça c'est très bien. Ça me rappelle certaines maximes, je veux dire, certaines maximes du 4e degré ou autres. Voilà, on n'était pas obligé de profaner la vérité en la collant en conception humaine, donc attention, voilà. Donc si justement on a conscience de l'essentiel, même si on a peut-être du mal à l'expliquer, mais en tout cas, voilà, ceux qui disent à tout prix je suis le gardien, je sais, non, il sait. Voilà. Mais cette autorité, en tout cas, cette autorité nous place quand même dans une certaine démarche, et là aussi, nous avons une logique d'autorité que nous pratiquons. Pensons à la démarche initiatique, qui est absolument essentielle pour nous, et qui fait partie des choses sans doute totalement non négociables, et totalement impossibles à écarter. Peut-être que les formes de la démarche initiatique pourront évoluer, mais certainement pas la démarche en elle-même, parce que c'est un moyen que nous avons de transmettre quelque chose d'indicible, et que l'on n'aurait pas forcément perçu dans un discours clair, évident. Enfin, le discours mythique, justement, nous permet d'accéder à une vérité que l'on n'aurait pas acquise. Et donc, la démarche de tradition initiatique est essentielle. De même, nous travaillons sous la direction du Suprême Conseil. Ça n'est pas, et le Suprême Conseil est là, et je reviens à ce qu'a dit Gérard ce matin. Ah non, je reviens sur ce qu'a dit Gérard ce matin sur l'autoritas. Sur l'autorité, effectivement, il y a une autorité du Suprême Conseil qui est là pour veiller au maintien, au respect du rite et de la tradition, justement. Très bien.
N'est-ce pas? Ah, oh, j'ai une promotion à proposer. Non, pas du tout. Non, 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 parce que non, je crois que c'est juste. Mais ceci dit, je préfère être du coup à ma place qu'à la tienne, parce que maintenir ce qui est véritablement la tradition. Vraiment un mercenaire. On a un mercenaire parmi Pire que les autres. Tu avais raison, Gérard. Il y en a parmi nous. Non, non, c'est effectivement maintenir ce qui est la tradition, et justement, au-delà de la gangue des évolutions, des habitudes et autres, c'est sans doute aussi tout un travail de discernement qui est absolument essentiel. Mais c'est en tout cas quelque chose qui rend justement cette autorité absolument essentielle, ou qui permet justement la poursuite de la tradition. Alors, par quel vecteur va-t-on recevoir la tradition? Eh bien, alors, trois vecteurs identifiés, développés par Piper, qui sont d'abord, alors, évidemment, la tradition doctrinale chrétienne, alors avec chrétienne au sens large, il intègre aussi les textes de l'Ancien Testament, même s'il dit, bon, attention, il y a quand même quelques petites différences, bon, il est quand même catholique et pur et dur, lui, tout de même. Mais en tout cas, il y a la Bible, et donc comme vecteur de tradition. Deuxième tradition, deuxième vecteur de tradition, il y a ensuite les mythes antérieurs et extérieurs au christianisme. Il y a un certain nombre de choses, notamment venant de la philosophie antique, qui ont propagé la tradition, qui sont des vecteurs de tradition. Alors, après, il y a tout un débat, là je n'entre pas trop, parce que j'ai cru comprendre quand même qu'il avait une vision peut-être un peu, disons, grosso modo, pour lui, les philosophes antiques, sont des auteurs antiques, étaient presque des pré-chrétiens, en fait. Alors, bon, voilà, donc, certains sont plus réticents dans cette approche. Est-ce qu'il y a en tout cas une intuition de Dieu? Certainement. Voilà. Mais enfin, en tout cas, il y a quand même il y a tout de même cette dimension de mythes antiques et anciens qui ont été propagés et qui sont des vecteurs de tradition. Le troisième vecteur, c'est presque un passage à ce que va dire Jean ensuite, c'est-à-dire que Piper fait une référence directe à Jung en disant il y a ce qu'on appelle des intuitions, des idées primordiales. Voilà, donc il y a même tradition, d'ailleurs, Jung parle de tradition dans psychologie et religion. Voilà, donc il y a quelque chose, alors qui peut être par le langage, par des signes, par des éléments culturels, je n'ose dire par des symboles, parce que c'est un moyen que nous avons de propager effectivement une certaine tradition. Mais c'est-à-dire qu'il peut y avoir, en tout cas l'idée c'est qu'au-delà non seulement de discours sacrés, de textes sacrés, non seulement d'approches mythiques anciennes, il y a aussi quand même des éléments de culture qui sont par le langage, et c'est une manière de représenter, c'est une manière de transmettre une représentation. C'est toute la richesse et l'intérêt d'une langue d'ailleurs, en général. Et au-delà de la langue, il y a des signes, il y a des éléments qui sont des intemporels qui peuvent nous parler, qu'il s'agisse de symboles, qu'il s'agisse de choses. Voilà. Alors évidemment, après c'est très délicat. Qu'est-ce qui est véritablement signifiant, pas signifiant? C'est sans doute un petit peu, voilà, c'est là qu'on entre dans la difficulté. Voilà, donc, en tout cas, ces différentes sources de la tradition. Et donc, en résumé, ou en conclusion plutôt, ce que peut nous apporter ce genre d'ouvrage, c'est peut-être de repositionner nous-mêmes ce que c'est au fait pour nous la tradition, qu'est-ce que c'est pour nous la modernité, au-delà simplement d'un empilement simple, habituel, etc. Et je crois que là-dessus, nous savons quand même, bon, c'est une chose auquel nous renvoie quand même assez couramment quand sont de nos rituels, on est quand même... je veux dire, pour ceux que je connais, pour les degrés que je connais, on est quand même assez souvent confronté à dire au fait qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Voilà, il y a quand même quelque chose qui est assez, qui est pas forcément négligeable. Mais en tout cas, cet ouvrage peut nous ramener ça, nous conduire à titre individuel à nous interroger sur ce que l'on entend par tradition, nous interroger sur le sens que l'on donne au concept, et sans doute donc quelle responsabilité individuelle on peut avoir face à cela. Et puis, à titre collectif, c'est aussi une responsabilité collective. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure à notre très puissant souvent dans le commentaire. Comment conserver la tradition vivante en adaptant les formes que l'on sentirait dépassées, tout en conservant l'essentiel, le contenu de la tradition. Ça c'est toute la difficulté, sans doute, du Suprême Conseil. J'ai dit.